Mais dans la réalité, on n'utilise pas de produits financiers que les Romains n'utilisaient pas déjà il y a 2000 ans. C'est-à-dire, on adapte tout simplement pour que les clients, comme les e-commerce, qui sont les entreprises du futur, puissent accéder à des produits qui au final existent depuis très très longtemps. Ce qu'on fait tout simplement, c'est de flexibiliser, mieux les comprendre et accélérer les processus pour ne pas avoir accédé au fonds dans 5 mois. Parce que dans 5 mois, tu n'auras évidemment pas besoin. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Bon, avant de commencer, j'aimerais remercier Riles qui nous a mis en relation Carlos, puisque c'est un utilisateur de ta solution et c'est mon associé historique. C'est mon tout premier associé, j'ai démarré le business avec lui. Du coup, merci Riles et Carlos, merci également d'être là aujourd'hui. Comment vas-tu ? C'est un plaisir, Gérald. En tout cas, voilà, c'est l'occasion pour traiter beaucoup de sujets très intéressants, donc je te remercie de m'avoir invité. Super. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. Alors, je suis pas directement utilisateur parce que je ne suis plus moi réellement dans le game du e-commerce, mais j'ai démarré par le e-commerce. Et donc du coup, j'ai quand Riles m'a parlé de votre solution, j'ai dit OK, présente-moi ce mec-là. Il faut absolument que je discute et que je l'invite sur le podcast. Est-ce que tu peux présenter un petit peu qui tu es et ce que tu fais au quotidien? Bien sûr. Alors tout d'abord, je sais que tu as été dans le game pendant très longtemps, donc ça fait plaisir de parler avec quelqu'un qui s'y connaît bien. Alors tout d'abord, moi, je suis en fait chargé de tout ce qui est le développement de Ritmo, donc en France. Mon background est très, la révision se fait très rapidement, c'est-à-dire j'étais en banque d'investissement, donc en Suisse, dans la banque UBS. Ensuite, j'ai eu quand même mon projet d'entrepreneuriat à Valence, donc en Espagne, avec tout ce qui est le secteur des cloud kitchen, dark kitchen, enfin bref, tous ces restaurants qui vendent en fait uniquement online. Et maintenant, je suis dans cette expérience avec Ritmo depuis un an et quelques. Le projet s'est créé il y a 1 an et demi plus ou moins. Et la réalité, c'est que voilà, le but c'est de faire en fait atteindre le plus grand nombre d'e-commerçants, éviter leur dilution, leur donner accès au capital parce que c'est pas toujours simple. Et je pense que ça, tu le sais très bien. C'est vrai que les banques traditionnelles ne connaissent pas forcément le business et surtout les avantages d'un e-commerce, c'est-à-dire surtout regarder plus les ventes qui est leur vrai potentiel et peut-être pas autant le bilan ou les comptes financiers. Et voilà. Et donc depuis 6 mois plus ou moins, on se retrouve dans le marché français à développer, à connaître des projets très intéressants, des marques natives digitales, des marketplace sellers, bref, tout l'écosystème que tu connais déjà très bien, pour justement les aider à croître et leur donner accès à ce capital-là. En fait, vous avez, moi, je ressens que vous résolvez 2 problématiques. Problématique du cash, qui est problématique, on va pas se mentir, qui fait partie du top 5 des problématiques d'un e-commerçant, voire même top 3, voire même top 1. Et à côté de ça, donc on pourrait dire OK, mais il y a des banques, mais il y a un autre sujet. Là, je ne parle que de mon expérience personnelle, en espérant que mes banquiers ne regardent pas cet épisode, mais mes banquiers, ils ont jamais compris ce que je faisais. Et en fait, peut-être là j'abuse en disant qu'ils ont rien compris, mais du moins la thématique, le e-commerce les terrorise, tous les business en ligne. Et donc voilà, donc ça la fout un peu mal parce que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ils ont soit des business en ligne, soit ils sont dans l'immobilier. Toujours pareil, je ne comprends toujours pas pourquoi on a autant de monde dans l'immobilier. C'est 2 thématiques qui sont assez boudées par les banques. Est-ce que toi, tu as un retour d'expérience là-dessus? Est-ce que tu sais pourquoi en fait ils n'aiment pas ces thématiques-là? Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, en fait, le problème, c'est tout simplement le scoring. Le scoring, c'est en fait l'analyse qu'ils font les entités de crédit pour justement donner accès à ces fonds-là. La banque traditionnelle, les institutions traditionnelles de crédit, en fait, ce qu'ils regardent, c'est un peu comment se protéger au cas où le client ne pouvait pas payer. En fait, c'est une façon de voir quelle est la quantité que tu peux leur donner, quel est le taux, etc. Donc, dans ce cas-là, en fait, les e-commerce se retrouvent avec une structure qui est atypique. Si tu compares avec les business traditionnels, tout simplement, ils n'ont pas de bilan, pas forcément. Enfin, tu as du stock, mais c'est pas non plus des quantités exagérées. Tu n'as pas non plus des locaux gigantesques, tu n'as pas des machines gigantesques, tu n'as pas ce capex qu'on appelle cet investissement qui permet justement à la banque de dire ok, s'il ne paye pas, je peux quand même aller prendre ces actifs-là. Donc ça c'est la première différence. La raison pour laquelle des projets comme Ritmo apparaissent, c'est justement parce qu'on a changé de scoring. C'est-à-dire on ne regarde plus tellement les actifs ou les bidas, c'est-à-dire le résultat net de l'entreprise, mais surtout en fait les ventes. Et on se dit ok, on va regarder ça depuis la perspective du venture capital, si tu veux, du capital risque. On va regarder quelles sont les ventes du projet et quelle est la tendance. Si on voit que c'est un client qui est en train de boomer au niveau des ventes, c'est un client qui ne va pas continuer cette croissance-là parce qu'avec la marge, en fait, généralement, c'est pas suffisant pour financer le stock, le marketing ou d'autres leviers de croissance. Donc, on va leur donner ce capital-là pour de façon plus ou moins organique, avec, par exemple, en remboursant au fur et à mesure de leurs ventes, etc., ils puissent continuer cette tendance-là. Mais pour revenir à ta question,
tout simplement, les banques n'ont pas cette flexibilité-là. C'est-à-dire, c'est des grosses structures qui font ça depuis très longtemps de la même façon. Et c'est pour ça qu'il y a des fintechs qui apparaissent, et pas uniquement dans le monde du financement des e-commerce, mais dans bien d'autres, les assurances, etc., qui se spécialisent sur une niche, dans notre cas, les e-commerçants, et de plus en plus des e-commerçants avec en fait une orientation plus internationale. Donc, je crois que c'est plus ou moins la raison. Tu l'as bien compris depuis ton expérience personnelle, mais voilà, ça c'est un peu mon idée par rapport à ça. Voilà la différence. C'est c'est très juste et je pense qu'il y a une grosse partie culture. Moi, je suis assez partisan. Toi qui a travaillé dans la banque, enfin, j'ai un avis, mais je vois aussi le bon et le mauvais. Mais j'adorais en fait que mon banquier soit incentivé à mon résultat, tu vois, qu'il est vraiment voilà. Mais après, il y aurait forcément des abus, des gens trop greedy qui auraient tendance à accepter des choses et passer leur délégation de risque. Enfin, je sais pas trop comment on appelle ça, Effectivement. mais voilà. C'est-à-dire l'analyse de risque au final il est ultra important. C'est-à-dire c'est vrai que nous on est beaucoup plus flexible, mais il reste fondamental. C'est-à-dire tu peux pas donner du capital à tout le monde, ni tous les montants que les clients peuvent avoir besoin. Par exemple en ce moment on se retrouve pile avant le Q4, il y a plein d'e-commerçants qui ont besoin d'acheter du stock et voilà ils te disent donne-moi tout ce que tu peux me donner parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont revendre avec une marge de X%, etc. Et c'est là qu'en fait nous aussi on doit quand même fixer les limites. Pourquoi? Parce qu'en fait tu te retrouves dans une situation surtout dans notre typologie de crédit qui est à très court terme. C'est-à-dire on donne des crédits sur 3, 4, 5 mois. Si le client prend trop de capital, il va se retrouver à rembourser un pourcentage sur ses ventes hebdomadaires trop élevé. Et donc c'est là qu'en fait tu peux créer une friction réelle, et on a vu des cas, et on a appris surtout en fonction de ces cas-là, avec leur opération. Et si cette friction existe, tu peux même détruire l'entreprise, c'est-à-dire elle peut mourir tout simplement parce que le leverage, c'est-à-dire le pourcentage de dette par rapport aux ventes, a été excessif. Donc tout à fait, il faut faire attention avec ça. Et ouais, c'est très clair. On va parler de ça et on va parler notamment aussi un sujet. Je tease un petit peu, mais de tous ces e-commerçants qui ont lancé leur business pendant le Covid. On en parlera un petit peu après, mais c'est un sujet qui est vachement intéressant. Est-ce que du coup, tu peux décrire un petit peu qui est ton client, quel est le e-commerçant que tu vas financer? Alors, le e-commerçant qu'on finance, déjà au niveau de volume, on finance pratiquement tous les e-commerce, enfin surtout à partir de 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Mais vraiment, on cherche en fait tant les petits e-commerçants comme les grands. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, on a des e-commerce qui font 100 000 euros par an de chiffre d'affaires. Et on a des e-commerce qui font plus de 50 millions de chiffre d'affaires par an. Donc on a vraiment ce spectre-là qui est assez ample. L'idée en fait, c'est tout simplement de trouver ces e-commerce qui savent gérer leur trésor, qui ont compris en fait comment croître. Et surtout, ce qu'on disait avant, on veut éviter ces e-commerçants qui ne savent pas forcément comment se financer, qui ont trop de dettes ou qui tout simplement n'ont pas de ce qu'on appelle de runway. C'est-à-dire le runway, c'est une métrique qu'on regarde qui est fondamentale pour notre scoring, qui est combien de cash ils ont en trésor et est-ce qu'ils peuvent survivre pendant le temps du moins du prêt. De telle façon en fait que nos prêts, notre financement ne soit pas considéré ce qu'on appelle un bridge, c'est-à-dire un entre-deux si tu veux pour survivre, mais plutôt qu'ils aient bien compris la dynamique et disent ok, ce capital-là c'est vraiment pour croître. Je vais acheter du stock, je n'en ai pas forcément besoin, mais c'est vrai que si j'avais plus de fonds, je peux aller au-delà des objectifs que j'avais dans un début. Voilà. Donc ça c'est plus ou moins la typologie qu'on cherche en ce moment. Et justement, votre canal d'acquisition aujourd'hui, donc là on fait un podcast, il y a peut-être des gens qui vont chercher à te contacter, etc. Est-ce que comment vous êtes développé? Vous avez commencé par quel pays? Parce que tu nous parles de la France, mais du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus? Bien sûr, alors Rimo est une entreprise espagnole, c'est-à-dire on a commencé à Madrid, la plupart de l'équipe d'ailleurs est encore ici. On a ensuite développé le Royaume-Uni, j'en faisais partie d'ailleurs pour ce développement-là, puis ensuite la France et aussi le Mexique, mais cette fois-ci du côté d'Amérique latine, comme beaucoup d'entreprises espagnoles qui vont directement s'étendre dans ces marchés-là, qui sont en plein boom de croissance, etc. Donc dans ce cas-là, voilà, on a développé de cette façon-là. Par rapport à comment est-ce qu'on obtient par exemple nos clients, c'est très simple. On a les techniques habituelles, c'est-à-dire du outbound, c'est-à-dire contacter directement les entreprises qu'on voit qui peuvent être intéressantes justement pour les financer. Du inbound, c'est-à-dire toutes les personnes qui viennent directement à nous parce qu'ils ont vu ou bien des publicités ou bien ils ont parlé avec quelqu'un qui a pu utiliser le produit. Et évidemment après toutes les actions de communication, c'est-à-dire tous les podcasts et toutes les activités qu'on peut faire pour justement diffuser cette idée et que les gens connaissent parce que c'est vrai que pas souvent les e-commerçants savent qu'ils ont accès à ces fonds-là. C'est-à-dire je crois que beaucoup ils se retrouvent voués si tu veux à dire ok ma banque ne me donne pas de fonds, je dois acheter du stock, j'ai une croissance qui justifie justement que je fasse l'achat de stock et ma marge ne me le permet pas.
Donc voilà, c'est intéressant de diffuser à partir des podcasts comme celui-ci pour que les gens justement ils connaissent qu'il y a d'autres choses et qu'on s'adapte de plus en plus à leurs besoins. Et justement, l'équipe fondatrice, ça m'avait fait un peu halluciner quand on avait préparé Ah ouais. l'épisode. Vous avez une équipe avec des gros profils. Est-ce que tu peux nous Ah en oui, parler un oui. petit peu? Alors c'est des machines, c'est-à-dire au final on a quatre fondateurs. Le principal au jour d'aujourd'hui c'est le CEO, donc Raimundo Burguera. Il a créé des entreprises dans la fintech pareil, justement pour donner du financement aux petites et moyennes entreprises concrètement au Mexique. Il a ensuite vendu cette entreprise à une des principales banques espagnoles. Et en fait c'est un entrepreneur en série. Ensuite on a Ivan Peña, qui en fait voilà, il travaillait à JP Morgan, donc il était un des chefs de son département au niveau de JP Morgan à Genève aussi. Et donc c'est celui qui apporte un peu tout ce qui est la connaissance du secteur financier. C'est une des personnes chargées justement de trouver ces fonds-là, par exemple pour les successifs rounds d'investissement qu'on fait chez Rimo. Ensuite, on a Iñaki, qui est en fait était le CPO, donc le Chief Product Officer de Typeform, une des principales startups de Barcelone. C'est un Ah, je profil savais qui pas que est c'était ultra espagnol. fondamental. Je savais pas que Oui, c'était espagnol, Typeform. On utilise. Ah, je bah, croyais. Ah, ok, super. Très bien. voilà, Très donc très bon produit, hein. c'était exactement, ouais, voilà. Et donc c'est fondamental d'avoir quelqu'un qui a pu aider à Mm. ce développement d'un produit aussi voilà, intéressant, hein, au final simple, mais à la Ouais. fin utile. Et donc c'est la personne qui nous a aidé justement à développer beaucoup de solutions au-delà du financement pour justement s'adapter le mieux possible à tous les besoins financiers d'un e-commerce. Donc, et au final, on a Pragit. Donc ça, c'est le mastermind au niveau financier, c'est notre CFO. Il est indien. Et la réalité, c'est que c'est la personne justement qui fait le scoring, qui nous permet de déterminer à qui on donne des fonds, quelle quantité, et justement d'aider aux clients de prendre de façon saine, c'est-à-dire sans excès, et voilà, Mm. dans des limites qui soient justement les adéquats. Donc voilà, ça c'est l'équipe qui a fondé Ritmo. Voilà, c'est assez complet comme tu peux voir, et effectivement c'est assez costaud les profils qu'ils ont. C'est top. Et du coup, pour présenter un petit peu les solutions, parce qu'en fait, il y a pas Ritmo, c'est pas qu'une solution. Il y a plusieurs produits dans le Effectivement. catalogue. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où ça commence et où ça finit votre champ d'action? Alors au final, et toi tu as eu justement l'expérience dans tout ce qui est le monde e-commerce, je crois que tu vas comprendre tout à fait. Je crois qu'il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui a développé une activité comme celle-ci. Au final, je crois que tu as deux besoins fondamentaux, je crois. Surtout parce que c'est un business avec beaucoup de croissance. Le premier, c'est le BFR. Je te dis, voilà, j'ai besoin de gérer ma trésor de façon adéquate. Donc là, on a lancé deux produits. Le premier, c'est justement le financement qui te permet de prolonger, si tu veux, le paiement à tes fournisseurs, ce qui est déjà très utile. Mais de l'autre côté, en fait, tu peux aussi aider au BFR du côté de tes ventes. C'est-à-dire beaucoup de clients vendent par exemple via des marketplaces ou même des plateformes comme par exemple Shopify, ils ne reçoivent pas les fonds immédiatement. C'est-à-dire il y a toujours un délai dans la réception de ces fonds-là. Donc ce qu'on a fait aussi, c'est développer, et ça sera en live d'ici deux semaines, c'est développer une activité en fait de account receivable, c'est-à-dire on avance ces revenus-là pour que tu reçoives les fonds directement dès que tu les as fait, et en fait tu payes tes fournisseurs sur 3, 4, 5 mois. Donc en fait, les e-commerce qui historiquement se trouvaient dans une situation de trésorerie compliquée de par leur croissance, avec ces deux formules à la fois, en fait, ils peuvent avoir tout simplement une situation de trésorerie beaucoup plus saine. Voilà. Donc ça c'est Donc ça se rapproche très fortement d'un facteur, en fait. C'est un petit peu ça. exactement, Mm. exactement. Un C'est-à-dire système au de final les facturage. produits, c'est exactement ça. D'ailleurs, si tu y penses, c'est excellent parce que les produits, on parle de fintech, Rimo, une fintech, innovation, et c'est vrai. Mais dans la réalité, on n'utilise pas de produits financiers que les Romains n'utilisaient pas déjà il y a 2000 ans. C'est-à-dire, on adapte tout simplement pour que les clients, comme les e-commerce, qui sont les entreprises du futur, dans tout ce qui est retail, puissent accéder à des produits qui au final existent depuis très très longtemps. Ce qu'on fait tout simplement, c'est de flexibiliser, mieux les comprendre et comment dire accélérer les processus pour ne pas avoir Mm. accédé au fonds dans 5 mois parce que dans 5 mois tu n'auras évidemment pas besoin. Mais donc le premier point c'est justement optimiser le BFR et le deuxième point c'est justement optimiser la marge. Je crois que c'est les deux choses que plus ou moins on tient en compte quand on a un e-commerce. Et comment on fait pour optimiser la marge? Et bien là c'est plus pour les e-commerçants ou vendeurs online internationaux. Ce qu'on fait en fait c'est leur donner des conditions préférentielles pour les paiements internationaux. Par exemple quelqu'un qui achète en Chine va devoir payer son paiement Swift qui va lui coûter 30-40 euros avec sa banque traditionnelle. Eh bien, nous, on va réduire x2, x3 justement ces coûts-là. Et ensuite, le paiement de FX, le change de devise, quand tu payes dans une monnaie étrangère, ça te prend 3 points, 4 points de marge si tu travailles avec ta banque traditionnelle. Nous, on réduit encore une fois ça par 3 ou 4. Donc, Mm. l'idée, c'est vraiment que si tu as cette envergure internationale, ou par exemple, si tu as des ventes, par exemple, au Royaume-Uni et tu dois faire ce changement en euros, ce change de devise qui, en principe, les entreprises et les e-commerçants ne tiennent pas forcément compte, soit moins cher.
parce que tous les points que tu peux t'épargner au niveau du change de devise ou des paiements internationaux, ça va directement en fait sur ton résultat net. C'est-à-dire si tu évites 1% de change de devise, c'est 1% que tu vas gagner de plus à la fin du mois, justement dans ton résultat net de ton e-commerce. Donc voilà, on démocratise un peu le secteur, on fait connaître tous les leviers si tu veux pour aider à optimiser le BFR et la marge, et on le met à disposition des e-commerçants pour justement qu'ils puissent croître au fil du temps. Voilà. Et en fait, c'est ça. J'adore ce côté où on n'utilise pas de trucs que les Romains ne faisaient pas. Mais j'adore ce que tu viens de dire. Ça va être ça va être dans l'intro de l'épisode, c'est sûr. Mais d'un côté, il y a la partie la partie à facturage qui est utilisée depuis dans toutes les industries depuis des années, et la partie swap de devises aussi, c'est un petit peu ça que vous faites au niveau des taux de change, j'imagine. Et en plus de ça, il y a une facilité qui est que vous apportez, et que ça c'est beaucoup, c'est un vrai pain que nous on a eu, c'est de payer le fournisseur chinois. Ça se fait pas juste en initiant un virement. Tu fais le virement, le banquier t'appelle, il comprend pas pourquoi, alors que tu l'as déjà expliqué 20 fois, et ton chinois te relance, ce qui est normal, il envoie pas la cam, ce qui est normal, il est pas payé. Du coup, tu as des problèmes de SAV, etc., etc. Et si ça dure, moi, ça m'est déjà arrivé de devoir, pour un virement de quelques dizaines de milliers d'euros, ne pas pouvoir payer mon fournisseur chinois, et d'avoir des vraies problématiques business, SAV, etc. Donc moi j'étais sur un modèle, j'avais pas de stock, j'avais juste un stock tampon chez le fournisseur, mais donc du coup il y a les produits qui ne partaient pas, mais c'est une vraie galère, ce genre de truc là. Donc il y a vraiment un intérêt à passer par quelqu'un qui comprend le métier. C'est vraiment, je remets le doigt dessus. Hein. C'est-à-dire, effectivement, les banques, généralement, ils ont, je sais pas si c'est ce qu'on appelle des due diligence, mais dans tous les cas, un paiement en Chine ne passe pas directement comme un paiement, évidemment, dans l'Union européenne. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Dans notre cas, en fait, la solution qui, justement, travaille avec ce pain-là, comme tu disais, c'est la solution de invoice finance. C'est-à-dire, tu as une ligne de crédit et tu télécharges tes factures et on paye, nous, directement le fournisseur. Donc, c'est à nous de gérer, justement, s'il y a un inconvénient ou pas pour payer le client. Mais la réalité, c'est que comme, en fait, la solution est adaptée pour payer, entre autres, à des fournisseurs internationaux, il n'y a pas ce problème-là. C'est-à-dire, si le client il télécharge la facture avant 10 heures du matin, la facture est payée le même jour. Donc, ça lui évite aussi le temps, justement, de gérer ça et ça assure que, justement, le paiement, il va partir. Donc, tout à fait d'accord avec toi. Et la genèse de ce projet-là, parce que tu nous faisais la liste des fondateurs, ils ont des profils de fous, mais ils n'étaient pas dans le monde du e-commerce. Donc du coup, comment ils sont arrivés à cette industrie-là et pourquoi cette industrie-là? Alors au final, ils étaient quand même dans le monde de l'e-commerce, surtout le fondateur, parce qu'il finançait tout ce qui est petite moyenne entreprise. Il y avait certains e-commerçants qui se développaient là-dessus aussi. Donc ils avaient déjà cette connaissance-là. Et en fait, c'est tout simplement parce que quand tu analyses l'industrie du retail, tu te rends compte qu'en fait les pourcentages de croissance ne sont pas les mêmes entre les retail traditionnels et après on roule tout ce qui est en ligne. Donc en fait, ils ont découvert qu'il y avait une vraie opportunité là-dessus. Ils se sont retrouvés en fait avec une situation où une fois que tu analyses, tu vois effectivement que l'accès au capital n'est pas simple. Et en fait, ça c'est quelque chose qui a une solution, parce que si toi tu crois dans le monde de l'e-commerce, tu vois le potentiel et tu es sûr que certains e-commerce, surtout si tu fais une analyse correcte, bah, ils vont continuer à croître et ils vont devenir les principaux exposants, si tu veux, au niveau du retail mondial, très probablement d'ici quelques mois, parce qu'encore aujourd'hui, quelques années, pardon, encore aujourd'hui, tu vois qu'il y a des entreprises e-commerce, enfin des e-commerce qui font 30, 40 millions. Et dans le futur, ce sera pas étrange de voir des e-commerçants qui font des chiffres d'affaires de 1000 millions, etc. Il y en a déjà quelques-uns d'ailleurs. Donc, le but, c'était en fait de donner tout simplement accès au capital, démocratiser l'accès au capital, donner accès à la solution qu'on faisait initialement, qu'on ne fait plus tellement, qui est le Revenue-Based Finance, que tu en as entendu certainement parler. Et maintenant, ensuite, on a adapté la solution en ligne avec le Revenue-Based Finance, mais en changeant un peu la solution vers en fait des solutions tout simplement plus simples. Parce que avant, par exemple, le Revenue-Based Finance, c'est une solution qui te permet en fait de te financer et rembourser avec un pourcentage de tes ventes. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, c'était très variable. Parce que si d'un coup, tu avais un boom de vente, alors il se trouvait qu'une semaine, tu devais rembourser trop, alors qu'en fait, toi, tu allais recevoir les fonds peut-être dans 2-3 semaines. Et donc, en fait, on se retrouvait avec une gestion de trésorerie, encore une fois, qui n'était pas optimale. Donc, pour revenir à la genèse, le but, c'était justement de faciliter la santé financière des e-commerce, leur donner les tools, si tu veux, pour qu'ils puissent gérer cette situation financière et tout simplement qu'ils puissent croître sans la peur de faire un rang d'investissement qui va leur prendre 30-40% de leur boîte, qui en plus va se faire d'ici 5-6 mois, ou parler avec la banque qui tout simplement va leur dire écoute, je sais pas ce que tu fais, pourquoi t'as pas de bilan, c'est bizarre. Là, tu mets le doigt sur quelque chose que je voulais aborder, c'était les alternatives à votre solution.
Oui, Du coup, tu en parlais à l'instant, il y a le fait de se diluer, de faire rentrer. Donc là-dessus, on va juste expliquer. Donc se diluer, faire rentrer un investisseur dans son capital qui va amener des fonds pour se développer. Là-dessus, tout les à fait. inconvénients, bah, du coup, perdre une perte de sa boîte, ça c'est clair. Du coup, devoir la céder. Mais également, tu parlais du timing, et ça c'est vraiment très important. Et dans les levées de Exactement. fonds, c'est ce qu'on oublie. Et très souvent, quand tu parlais tout à l'heure du bridge, le bridge, c'est parce que justement, on n'a pas prévu ce délai de closing de l'investisseur. Est-ce que là-dessus, tu peux Exactement. passer quelques temps? Bien sûr. Alors en fait, ce qui est important, c'est de connaître en fait ce qui est le coût du capital. C'est-à-dire, pas tous les fonds te coûtent la même chose. C'est-à-dire, généralement, dans la banque, c'est très simple. Tu as un taux d'intérêt et tu sais quel est ton coût de capital. Mais par exemple, quand tu te dilues, le coût de capital réel, c'est ce qu'on appelle le WACC. C'est-à-dire, c'est vraiment quel est le coût de perdre un pourcentage de ta boîte au cours du temps, pendant le temps que l'entreprise va exister et qui va à un moment donné générer des Hmm. dividendes. Ce coût-là est très 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 élevé. Donc en fait, le but d'une entreprise, c'est surtout d'éviter la dilution pour éviter ce coût de capital qui est beaucoup plus élevé que la dette en général. Et ensuite, effectivement, le timing, il est extrêmement long. C'est-à-dire, toi, tu te retrouves avec des besoins de capital généralement d'e-commerce qui, en fait, c'est ce qu'on appelle les OPEX, c'est-à-dire le financement de tes opérations, tant marketing comme stock, etc. Tu vas pas vouloir recevoir les fonds dans 5-6 mois qui prend en général un grand investissement bien fait. Donc, en gros, déjà, de plus ce point de vue-là, le financement, le round de capital ne va pas t'intéresser. La levée de fonds ne va pas t'intéresser pour le financement de ton activité e-commerce. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, si on compare par exemple avec les produits banquiers, on a le problème de la non-compréhension, si tu veux, de la banque par rapport à notre business. Et ça, c'est un point qui est fondamental. Et le principal problème que tu vas avoir là, c'est que d'un côté, c'est plus rapide que la levée de fonds. Tu vas peut-être avoir les fonds dans un mois. C'est pas non plus le plus rapide du monde. Par exemple, le Primo le fait en une semaine maximum. Mais en fait, surtout, tu vas te retrouver avec un montant qui t'intéresse pas. Parce que eux, ils vont regarder ton bilan, tu en as pas, et ils vont te donner en fait une quantité proportionnelle à ce bilan-là, à tes actifs. Donc si toi, par exemple, tu avais le but et tu es sûr et tu sais qu'avec 50, 100 000 euros, 200 000 euros, tu vas atteindre tes objectifs, la banque elle va peut-être te donner 30, 40. Donc déjà là, il y a un deuxième problème au niveau des quantités. Voilà. Et ensuite, il y a la solution de Ritmo et d'autres, parce que c'est-à-dire, c'est vrai que l'écosystème est en train de croître de façon à bénéficier de plus en plus ce type de business, ce qui est extrêmement positif. Donc, tant Ritmo comme d'autres solutions, ce qu'ils font, c'est te donner cette flexibilité, te donner les fonds le plus vite possible, et surtout une quantité qui ait du sens et qui soit proportionnelle non pas à ton bilan, mais à tes ventes, à ton historique de vente et ton évolution. Donc voilà, ça c'est, je te dirais la principale voilà, les principales différences entre les différentes Hmm. typologies de financement que tu as au jour d'aujourd'hui quand tu as un e-commerce. Et justement, tu nous parlais donc le bilan versus la solution que vous utilisez, et justement comment ça se passe. Vous technologiquement, comment vous scorez votre risque? Alors, il y a une première analyse tout simplement pour décider le montant et faire une première proposition, c'est-à-dire le client il doit quand même accepter une offre indicative pour dire ok je continue, ça m'intéresse, très bien. À ce niveau-là, ce qu'on fait c'est très simple, on se connecte tout simplement au compte de vente des clients, c'est-à-dire ça peut être un Shopify, ça peut être un marketplace du style Amazon, ça peut être n'importe quoi où on puisse en fait voir sur une plateforme tiers en fait les ventes du client. Une fois qu'on a connecté ça, en 24 heures on analyse ce qui est fait. Ce qu'on fait tout simplement, en fait, c'est un forecast des ventes qu'on attend du client. On tient compte, par exemple, de la saisonnalité et on fait une analyse qui soit vraiment adaptée au business de l'e-commerce. Si, par exemple, c'est un e-commerce qui vend directement via son site, on tient aussi compte, par exemple, du marketing. Dans le cas des marketplace sellers, c'est un peu différent, étant donné qu'ils te donnent déjà le marketplace, la visibilité dont tu as besoin. Donc, en fait, avec ça, on te dit, voilà, on te donne 100 000 euros, voilà, par exemple. Ou on te donne une ligne, parce qu'on peut ou bien donner une enveloppe, ou bien te créer une ligne que tu peux accéder au fur et à mesure de tes besoins. D'accord? Le client il accepte, il dit ok, écoute Carlos, ces quantités me plaisent. Et là on passe en fait à ce qu'on appelle le scoring. Et c'est ce que tu disais avant. Donc on fait une analyse pour voir si effectivement on peut valider cette opération là. Et là en fait ce qu'on regarde c'est fondamentalement le niveau de dette du client, c'est-à-dire est-ce qu'il a une dette qui est voilà correcte par rapport Hmm. à son activité, surtout aux ventes, mais même plus au bilan ni aux ventes. Est-ce que le remboursement de cette dette est un pourcentage déjà aujourd'hui trop élevé par rapport à ses ventes? Parce que dis-toi que si le remboursement de la dette est plus grand que la marge du client, il a vraiment un problème. C'est-à-dire au niveau opérationnel, c'est là où on a ce qu'on appelle le red flag, non? On dit ok, il faut faire peut-être attention avec ce client-là. C'est un peu comme quand tu vas acheter ta maison, regarde ton reste à vivre à titre Oui, personnel quand tu vas acheter de l'immobilier. exactement. C'est un petit peu ça, j'ai l'impression là, ce qui se passe, mais dans le cadre du e-commerce. Exactement. Tu peux faire plein de parallélismes avec le secteur immobilier sur ce point et d'autres, et peut-être qu'on va en trouver d'autres. Mais c'est vrai que ça, c'est un premier point. C'est-à-dire le niveau de dette doit être correct. Parce que aussi, ça te fait comprendre que le fondateur, le CEO, sait comment gérer son entreprise,
Voilà, ils restent quand même dans les marges qui sont correctes. Donc ça, c'est le premier point, la dette. Le deuxième point, c'est la trésorerie, ultra important. Et là, c'est justement, on revient au bridge qu'on disait avant, c'est-à-dire Ritmo ne finance pas les entreprises pour te survivre. C'est pas, écoute, j'ai un problème de trésor, j'ai besoin de cash pour en gros continuer mes opérations, mais c'est plutôt, écoute, j'ai du cash, je vais survivre dans tous les cas parce que j'ai une entreprise qui évolue correctement. Mais si j'avais plus de cash, en fait, je pourrais financer mon stock, je pourrais financer mon marketing, je pourrais financer mon agence de n'importe quoi dont tu as besoin pour justement croître. Et c'est là en fait où nous on rentre. Et c'est ces deux variables en fait qui sont les plus fondamentales au final pour notre résultat. Et tu vois que c'est complètement différent à l'analyse que peut faire par exemple une banque. Donc on revient encore au sujet. Et si, admettons, j'ai un produit qui cartonne et je décide d'en lancer un deuxième. Donc j'ai un an d'historique sur mon produit A, je vais lancer un produit B. Par contre, je vais avoir des coûts de shooting, je vais avoir des coûts de stock, je vais avoir des coûts de marketing, de com, de manière générale. Mais c'est un lancement. Du coup, j'ai Ouais. pas vraiment de visibilité sur son succès, puisqu'on sait que tous les produits, hélas, ne fonctionnent pas d'office. Est-ce que ça, c'est le genre de projet que vous financez? Oui, on peut financer ça sans problème. C'est-à-dire au final, on a une typologie de produit qui est tout simplement une enveloppe. C'est plus la ligne de crédit où tu télécharges tes factures, stock, Hmm. etc. Mais en fait, c'est une enveloppe que tu reçois directement sur ton wallet de Ridmo. Donc tu as en fait un compte dans Ridmo et tu utilises ces fonds, voilà, comme tu le sens, comme tu crois que c'est le plus opportun. Donc effectivement, tu pourrais financer le lancement d'un nouveau marché, d'un nouveau produit, parce qu'au final, ça fait partie de l'évolution ou du développement de n'importe e-commerce. Donc il n'y aurait pas d'inconvénient là-dessus. Hmm. Ok, donc il n'y a pas besoin d'avoir forcément de l'historique sur un produit en particulier. Et justement, on en parlait tout à l'heure, je faisais un peu de teasing sur ce qui s'est passé avec tous ces e-commerçants Covid qui se sont lancés Oui, et qui ont donc on a tous gagné énormément d'argent pendant le Covid. Voilà, ça c'est oui. enfin clairement nous notre boîte en termes de chiffre d'affaires elle a fait x3 sur les 2 années Ah qui oui, ont quand été même. voilà donc non c'était vraiment Belle expérience quand même, hein. ouais, c'était bien. Mais après, on a on a été, comment dire, on a fait grossir notre boule de neige. Le problème, Oui, c'est que la boule de neige elle a eu tendance aussi à nous courir après. Il y a eu des sujets. Donc nous, c'était plus fiscal, parce qu'après il y avait des acomptes d'IS, il y avait des choses bien sûr. à faire. Et quand on a la tête dans l'opérationnel, parce que ta boîte a fait x3 et que t'es pas capé pour le faire, etc. Bah, forcément, tu t'oublies un peu le truc. Tout à fait. Donc voilà. Nous, on n'avait pas pris d'engagement, mais il y a des gens qui ont pris des engagements pendant cette période-là Effectivement. et qui ont pris du levier, comme tu me disais en off. Exactement. C'est-à-dire au final, et c'est normal. C'est-à-dire pas tous les e-commerçants ont quand même suivant voilà, un background en finance Mm. incroyable. C'est-à-dire au final, c'est des entrepreneurs qui savent vendre et qui savent acheter très bien aussi au passage, mais ils savent pas forcément comment gérer d'un point de vue financier le mieux sur leur entreprise. Donc si c'est passé, c'est tout à fait normal. Ils se sont retrouvés avec des ventes qui ont boomé d'un coup grâce au Covid. Et en fait, ils se sont endettés à un niveau qui était difficilement, comment dire, soutenable, si tu veux, au cours des prochaines années. Parce que beaucoup de clients qu'on a eu, en fait, ils se sont retrouvés à se financer comme si la croissance du Covid allait être, voilà, une Mm. tendance à moyen long terme. Si tu te finances avec cette logique-là, en fait, bah, tu attends que tes ventes croîtent, enfin, continuent à croître dans cette dynamique-là. Ce qui s'est passé au final, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, évidemment, le Covid a disparu, les ventes sont descendues, et ils se sont retrouvés avec un endettement qui est, comment dire, très lourd par rapport à leur opération actuelle, c'est-à-dire leur Ils vente. utilisaient quel type de financement? Le PGE, ce genre de choses-là, ou il y avait Ouais, d'autres façons? alors PGE, financement bancaire par exemple à moyen long terme, 3 à 4 ans, etc. Et encore une fois, en croyant qu'effectivement cette tendance allait continuer. Donc c'est une situation qui est compliquée. Ceci dit, je crois que le point positif, le point le plus important de ce sujet-là, c'est que les e-commerçants, ils ont mûri énormément. C'est-à-dire le Covid leur a permis de gérer leur stock comme jamais, parce qu'ils ont compris ce qui est tout d'un coup avoir un choc de stock et avoir vraiment besoin de tripler d'un coup et gérer justement leur logistique. Donc ça, c'est quand même un learning très important pour les e-commerçants. D'un autre côté, ils se sont rendus compte qu'au niveau de financement, il faut faire attention. Donc, c'est-à-dire c'est des expériences que quand même ils gardent pour eux et on le voit au jour d'aujourd'hui qui sont beaucoup plus mûrs, si tu veux, au niveau de la gestion de leur e-commerce. Et ensuite, bah, tout simplement, ils savent gérer avec des situations, avec des saisonnalités qui peuvent changer et tout simplement des changements de tendance du marché. Donc, en final, je pense que le Covid a été très positif
pour le secteur en général. Mais c'est vrai qu'au niveau de financement, comme tu le disais de façon très juste, beaucoup d'entreprises se sont beaucoup endettées. Et maintenant, on se retrouve avec cette situation où il faut quand même réduire la dette au même temps qu'ils maintiennent leur croissance. Donc, c'est pas toujours simple. Mais c'est là que justement leurs directeurs financiers ou des solutions comme Ridmo vont en faire de leur mieux justement pour limiter et pour essayer d'adapter le mieux possible en fait l'utilisation de capital à leur cycle de business. Donc, Et justement, là, tu touches un truc, tu dis le directeur financier ou Ritmo. Et justement, c'est un vrai sujet. Est-ce que vous avez une volonté un petit peu de conseil ou c'est pas votre oui, métier? Comment vous le voyez, oui. ce point-là? C'est-à-dire on conseille, mais c'est-à-dire quand même avec une certaine distance, parce qu'au final l'entrepreneur, le roi dans son business, c'est lui qui gère et personne d'autre, parce qu'entre autres, on n'a pas la sensibilité que lui-même il peut avoir. C'est-à-dire, je parle souvent avec des e-commerçants, ils me disent écoute, donne-moi le cash parce que je vais y arriver, c'est-à-dire je vais faire un x2, un x3, etc. Et au final, ils y arrivent. Évidemment, moi, j'ai pas cette sensibilité-là, mais c'est vrai qu'il y a certains critères qui sont plutôt basiques, et c'est là où en fait rentre le scoring de Ritmo. C'est-à-dire très souvent, on se retrouve avec des solutions, avec des compétiteurs, par exemple de Ritmo, pourquoi pas le dire, qui donnent beaucoup plus de fonds que nous. Nous, on a tendance en fait à essayer d'adapter le plus possible l'accès aux fonds pour qu'ils accèdent au moment adéquat, aux quantités correctes. C'est-à-dire parce que sinon, on se retrouve à leur donner trop d'argent qu'au final, ils n'utilisent pas, ils utilisent même pas forcément tout d'un coup, et qu'au final, augmente le coût de capital, parce que si tu as tout d'un coup une enveloppe de 300 000 euros, que tu dépenses pas les derniers 200 000 d'ici 2 mois, mais tu payes quand même pour cet argent-là, c'est absolument pas logique. Donc ça, c'est un premier point. Mais aussi, en fait, le remboursement. Et encore une fois, on revient à la gestion de trésorerie. C'est ultra important parce que tu vas rembourser, dans le cas de Ridmo, c'est une solution qui se rembourse de façon hebdomadaire. Tu dois faire gaffe à que le remboursement n'ait pas un impact négatif sur tes opérations. Donc, c'est vrai qu'on a cette tendance-là à aider et à expliquer pourquoi on donne ces quantités-là et pourquoi pas d'autres. Et c'est tout simplement une discussion avec le client. Mais au final, c'est une conversation comme on a toi et moi de voilà, c'est la quantité qu'on te met à disposition, la raison elle est là, si tu continues cette croissance on peut te donner cette quantité là, voilà, c'est un peu la discussion qu'on a généralement avec nos clients. Et parce que avec le nombre de clients que vous avez forcément un benchmark qui peut aussi Oui, apporter. tout à fait. J'ai un gros faiseur, il est dans telle situation, il se trompe rarement. Est-ce que ça c'est, vous avez quand même un point de vue du marché. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il est, enfin, ton point de vue aujourd'hui, toi, comment tu le vois le monde du e-commerce là, on a des guerres, on a des trucs bizarres. Mhm, Il paraît qu'on ne pourra pas se chauffer cet hiver. Donc, tout à fait. est-ce que si je vends, parce que moi, j'ai fait des cartons sur des gamelles pour chats, c'est un secret pour Ah personne. ouais. On a un site d'animalerie et voilà, est-ce que c'est la priorité d'acheter une gamelle pour chat cet hiver? Je suis pas sûr. Donc du coup, quel est toi ton benchmark par rapport à toutes les informations que tu peux avoir Alors, avec tes c'est clients? une excellente question là-dessus. Honnêtement, ce qu'on croit, c'est que l'e-commerce c'est quand même comme je disais avant, le futur. C'est-à-dire, c'est un secteur qui va croître de façon structurelle de par sa nature, parce qu'il se développe dans le monde en ligne, et donc la tendance elle est très claire au niveau du retail. Maintenant, c'est vrai que ce Q4, en principe, va être un Q compliqué. C'est-à-dire au final, on a les saisons les plus fortes, on a le Black Friday, on a Noël, etc. Mais c'est vrai que la conjoncture actuelle, comme tu disais, avec des guerres et surtout avec l'augmentation des taux qui va se maintenir, parce que tu sais en ce moment, il y a une course, si tu veux, entre les États-Unis qui augmentent les taux comme jamais auparavant et l'Europe qui doit se maintenir, parce que sinon la différence dollar-euro va être tout simplement trop élevée. Cette augmentation des taux va augmenter, comment dire, va diminuer justement la consommation, parce que l'accès justement au capital va être plus coûteux. Et généralement, ce qu'on a pu voir, je suis pas non plus un expert en théorie économique, mais généralement, ce qu'on voit, c'est qu'une augmentation des taux diminue cette consommation-là et L'inflation. donc devrait, et voilà, effectivement, augmenter l'inflation et devrait avoir un impact direct justement sur les ventes même des e-commerce. Donc, mon avis, encore une fois, et tu le vois, enfin, chez Ridmond, on essaye, même dans le monde du capital risque, d'être plutôt conservateur, c'est de gérer correctement comment dire, son forecast de vente, tenir compte que cette période-là va être probablement la principale, enfin, probablement, elle va être la principale de l'année en termes de vente, mais peut-être elle ne va pas être au niveau que beaucoup d'e-commerçants attendent. C'est-à-dire, dans la réalité, on est dans une situation compliquée. Il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici novembre et d'ici décembre, et notamment la diminution des dépenses, de la consommation, et dans des produits que, comme tu disais avant, sont pas forcément fondamentaux. Et la plupart des e-commerce, la réalité, c'est qu'ils vendent c'est pas un besoin basique, si tu veux. Hmm. Donc, c'est pour ça que nous, on croit que oui, il va y avoir un Q4 qui va être bon, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de dynamisme de la part de nos clients, ce qui est correct,
mais c'est vrai qu'il faut quand même gérer comment dire en anglais, expectations, c'est-à-dire vraiment gérer pour ne pas aller au-delà de ce qui va se produire. Donc, un Q4 intéressant, compliqué, celui de l'année dernière aussi, tu te souviendras avec de la crise logistique surtout qui était dans son apogée. Cette année-là, malheureusement aussi, on va avoir quelques problèmes là-dessus, mais cette fois-ci du côté de la guerre, du côté des taux d'intérêt, du côté de la consommation qui va pas peut-être être aussi élevée qu'on l'attend tous. Là-dessus, même si on n'a pas de boule de cristal et que c'est pas notre métier, etc., on gravite dans ce milieu-là. Et la promesse, quand j'invite un invité, ça c'est en off, c'est voilà, on fait comme si on buvait un café ou une bière en terrasse et on discute de nos business. C'est un petit peu ça la promesse, donc c'est sous forme d'une conversation, etc. Donc gardons cet esprit-là. C'est pas des Tout à fait. prédictions, c'est pas tout ça. Mais moi, mon intuition, c'est qu'en Oui. fait, là, on va avoir une crise de la consommation qui est évidente de par le contexte. Mais je me demande si c'est pas le début de la fin du consumérisme. C'est une théorie, hein, c'est la mienne. Je sais pas ce que t'en penses. C'est-à-dire que les gens consomment de façon un peu plus pragmatique, là où ils ont besoin. Ça, c'est un peu l'idée, non? Que tu. Ouais, exactement. D'accord, d'accord. Ça pourrait l'être, hein. Enfin, je veux dire. Après, c'est vrai que au final, il y a beaucoup de tendances qui sont très structurelles. Une, c'est l'e-commerce. L'autre, c'est justement, depuis mon point de vue, tout ce qui est réseaux sociaux, comment dire, la culture du paraître, si tu veux, Oui. qui va un peu contre cette théorie-là. Mais c'est vrai que tout dépend de la situation économique, parce qu'au final, bon, si la situation elle change, si au final justement on a une crise, ce qui pourrait se produire, hein, parce que la réalité c'est qu'on a surchauffé l'économie pendant très longtemps avec des taux d'intérêt très très bas, et on n'a jamais fait ça avant, jamais dans l'histoire de l'humanité, enfin de l'humanité surtout dans l'économie récente, on a réduit autant les taux pendant 10-15 ans pour justement aider à une économie après la crise de 2008. Donc, il peut se produire qu'il y ait une crise qu'on ne connaît pas en gros encore la dynamique qu'elle va avoir. C'est possible. Et si tu as une crise, tu peux avoir la culture du paraître, etc., Oui. que tu vas dire, écoute, mes fonds sont limités et je vais pas m'acheter peut-être, je sais pas, un ourson bleu avec des cœurs, etc., parce que j'en ai pas forcément besoin. Donc, c'est peut-être vrai. Hein, je veux dire, on n'a pas la boule de cristal, mais c'est une conversation très intéressante. Et je crois que ça va surtout dépendre de la situation économique. C'est-à-dire, est-ce qu'on va se retrouver avec une crise ou pas? C'est une bonne question. Du moins dans le court terme, moi je pense pas. Je pense qu'il va y avoir une légère réduction de la consommation, tout simplement due à l'augmentation des taux. Mais à moyen long terme, peut-être, peut-être. Et Intéressant. aujourd'hui, toi, tu remarques un essor plutôt des plateformes ou plutôt des DNVB, des marques établies qui vendent directement à leurs consommateurs? Marketplace. D'ailleurs, est-ce que vous faites de la marketplace? Si j'ai un business sur Oui, Amazon, est-ce que vous me financez? tout à fait. D'ailleurs, je dirais que c'est la moitié de nos clients un jour d'aujourd'hui Ok. déjà. C'est une dynamique qu'on aime beaucoup parce qu'au final, les marketplaces te permettent d'être déjà encadré dans une plateforme très professionnalisée qui te permet de gérer plutôt bien ton business et surtout ils te donnent déjà la visibilité. Au final, c'est l'idée du marketplace. Tu payes une commission au final pour que eux ils te fassent comment dire Mm. apparaître sur leur plateforme. Et au final, c'est un business complètement orienté à l'achat. Si tu es quelqu'un qui achète très bien, au final, tu gagnes la buy box, tu te positionnes correctement. Donc c'est effectivement un business que nous on aime beaucoup. Là, c'est complètement orienté à l'achat de stock. Et le but, c'est effectivement de leur faire augmenter leur compétitivité, c'est-à-dire parce qu'au final, et tu le sais très bien, si tu achètes en un volume plus grand, tu vas avoir des prix meilleurs et donc en principe tu devrais avoir comment dire un avantage compétitif Mm. pour te positionner justement sur les plateformes. Donc moi je pense que les plateformes c'est une tendance qui va de plus en plus en hausse si tu veux. On voit qu'il y a des énormes clients qui se créent, enfin des énormes entreprises qui se créent dans ce milieu-là. Et oui, on a fait un pari très clair là-dessus, je te dirais. Quant au DNVB, c'est encore différent. Là, ça dépend de la marque que tu crées, comment tu la gères. Je dirais que c'est même peut-être plus compliqué de créer un e-commerce, un site propre, tes réseaux sociaux, générer cette marque parce que finalement tu vas vendre Cette parce que les gens confiance, ils exactement. Mm. exactement exactement Mm. il faut inspirer pour que les gens ils payent plus ou du moins ils achètent ton produit. C'est vrai que nous en ce moment on a plus tendance vers les marketplaces, je te dirais. Donc une bonne question parce que c'est vrai que c'est le pari qu'on fait en ce moment. Oui. J'ai des gens à te présenter, il faut que je le fasse dès qu'on raccroche. J'ai des gens très bien à te présenter. D'accord. Euh, ok, mais c'est top. Et du coup, aujourd'hui, tu parlais des différentes levées de fonds, etc. Comment vous vous financez? Alors, je sais pas si si vous en parlez. Comment vous Oui. financez l'argent que vous prêtez, mais également votre développement, vous du coup votre OPEX, votre CAPEX. Comment vous de l'autre côté, parce que, du coup l'argent ne tombe pas du ciel, j'imagine. Donc Bien comment vous sûr. vous organisez? Alors notre OPEX c'est fondamentalement justement le capital qu'on prête. C'est-à-dire parce qu'au final,
Nous, comment dire, notre matière première, si tu veux, c'est le capital que justement on a à disposition pour ensuite prêter aux e-commerce et aux marketplace sellers. Donc effectivement, là, on s'est financé avec le principal fonds de venture debt qu'on appelle, qui s'appelle I80, et qui justement nous a mis à disposition 200 millions d'euros justement pour prêter aux e-commerçants européens et d'Amérique latine. Au final, Ça rentre entre dans votre 200. valo quand c'est de l'argent que vous allez prêter? Alors non, ça rentre pas dans la valorisation. Enfin, ça rentre indirectement parce qu'évidemment, si tu as cette capability, si tu veux, cette ressource à ta disposition, ça augmente évidemment la valorisation. Mais c'est pas comme si c'était partie de notre round d'investissement. Donc Ok. effectivement, il y a une différence là-dessus. Mais en fait, voilà, au final, on a entre 200 et 250 millions pour prêter justement à nos clients, ce qui nous permet d'être voilà parmi les premières plateformes en Europe, du moins en Europe continentale, on est la première pour justement ensuite abaisser les coûts parce que c'est encore une fois une question de volume. Le plus tu te finances, le moins tu as de coûts de financement pour justement ensuite prêter aux clients dans les meilleurs taux possibles. Donc c'est un peu la dynamique qu'on cherche aussi. Donc voilà, ça c'est du côté du Des financement. OPEX. Ensuite, des OPEX. Ensuite, le reste, c'est-à-dire les salaires, parce qu'au final, une entreprise technologique, c'est surtout les programmeurs, les profils comme le mien, etc. Ça, on le finance surtout avec les rounds d'investissement. Donc là, on prépare notre série A, qui devrait pas trop tarder, et elle va justement nous permettre d'augmenter notre runway, encore une fois. Donc voilà, les mois, si tu veux, qu'on a de trésor pour survivre, qui vont justement aller financer les salaires, fondamentalement. Et le but en termes de taille de boîte, est-ce que vous communiquez sur la vision, ce qui serait à atteindre dans les prochaines années? Parce que quand on va faire un tour, justement, on vend un projet. Oui. C'est quoi l'idée? Parce que vous êtes partout dans le monde, enfin pas partout, mais vous êtes, c'est vachement dispatché. Est-ce qu'il y a vraiment une zone géographique Ouais. que vous voulez squatter à fond, être les numéros un dessus? Alors, c'est une très bonne question et tout ce qui est valorisation en ce moment, c'est super intéressant parce que tu as vu qu'il y a un nouveau concept qui s'est créé, qui est en fait les down round, en fait les levées de fonds dans le sens inverse. Tu vois, par exemple, Hmm. des Klarna qui valaient, par exemple, comme les deux principales banques espagnoles ensemble, et d'un coup, ils ont fait un round d'investissement et la valorisation, elle s'est divisée, je crois, par 5. Tout simplement parce que le contexte actuel, avec l'augmentation des taux, etc., ne bénéficie pas les entreprises qui sont comment dire dépendantes de la levée de fonds. Donc ça c'est un sujet qui est très intéressant. Nous on est encore une fois très conservateur là-dessus. On n'a pas une projection de valorisation. C'est vrai qu'on attend quand même avoir une augmentation très élevée par rapport au round qu'on a fait série Seed donc en été dernier. Mais parce que tout simplement Ritmo l'été dernier et Ritmo en décembre janvier de l'année prochaine n'ont rien à voir. C'est-à-dire l'évolution a été complètement météorique. Comme tu disais avant, on est sur beaucoup de marchés. Et pour répondre à ta question voilà, du positionnement géographique, on est une entreprise européenne. Notre but au jour d'aujourd'hui se trouve dans des marchés comme la France, des marchés comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, bientôt l'Allemagne et évidemment l'Espagne, qui est notre pays d'origine, mais qui aujourd'hui représente plus ou moins la moitié de notre business. Donc très rapidement, Ok. on est en train d'évoluer sur les autres marchés. Et par exemple, le Mexique est en train d'avoir une évolution fantastique. Le Mexique, c'est un pays, comme tu le sais, qui a une croissance très forte. C'est un pays en développement et qui en plus a une dynamique de vente en ligne très liée aux États-Unis. Donc beaucoup de vendeurs, par exemple de marketplace et marques au Mexique, vendent aux États-Unis, qui est un marché juste gigantesque. C'est-à-dire c'est le plus grand marché du monde. Donc voilà, c'est un positionnement qui est plutôt intéressant. Et dans les prochains mois, on espère aussi de continuer vers l'Amérique du Sud enfin vers d'autres pays avec un positionnement similaire. Voilà, donc ça c'est un Ok. peu voilà la dynamique en termes de fond, en termes d'évolution géographique. Mais c'est vrai on a des buts plutôt ambitieux pour l'année 2023. Super, bah c'est top, c'est vraiment un projet passionnant, ces alternatives de fintech. Est-ce que justement il y a des verticales que vous allez vouloir développer, peut-être en dehors du e-commerce ou des verticales dans le e-commerce qui sont prévues d'une manière plus micro? Alors, effectivement, au final, je crois que c'est fondamental. Il y a beaucoup de façons de gérer ta stratégie au final. Tu peux devenir généraliste ou tu peux devenir spécialiste. Je crois que c'est deux façons complètement opposées, si tu veux, de gérer ta stratégie. Les deux sont valides. On connaît des business qui sont très bien, qui ont très bien marché dans les deux. Dans notre cas, on est spécialiste. C'est-à-dire, notre but, c'est vraiment d'aider les vendeurs en ligne. Au début, on faisait SaaS. On finançait des SaaS l'été dernier. On finançait pas mal de SaaS. Mais on a décidé de s'orienter dans toutes les personnes qui vendent des produits physiques, soit via Marketplace, soit leur site propre
soit des marques digitales comme tu disais avant. Et c'est là où vraiment on veut se spécialiser et de plus en plus vers le segment international. C'est-à-dire tous ces e-commerçants qui commencent à avoir des besoins internationaux parce qu'ils vendent par exemple au Royaume-Uni ou dans un pays qui a une monnaie étrangère pour leur aider justement à réduire leur coût de FX ou par exemple parce qu'ils achètent dans des pays étrangers, par exemple la Turquie, le Maroc en dollars, la Chine en dollars aussi, pour justement encore une fois leur aider avec leur FX et avec les transactions internationales. Donc j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers cette direction-là et surtout en fait quelque chose qui est très intéressant, c'est de donner le software gratuit pour que ils puissent gérer leurs finances. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, et je t'invite à le tester avec une des plateformes que tu puisses avoir au jour d'aujourd'hui de vente en ligne, parce que on donne accès à un truc qui s'appelle Readmo Insight, qui est phénoménal. C'est-à-dire au final, c'est un dashboard avec toutes les métriques, si tu veux, fondamentales pour la gestion de ton e-commerce, et on l'améliore de plus en plus. C'est-à-dire c'est vraiment là où une grande partie des fonds de Readmo vont pour créer une plateforme vraiment gratuite pour que les e-commerce gèrent le mieux possible leurs finances. Donc, je pense qu'on va aller vers les e-commerce internationaux et vers une plateforme de plus en plus costaud pour que justement on puisse couvrir la plus grande partie des problèmes, des pains financiers si tu veux, des vendeurs en ligne. Voilà. Donc ça c'est un peu la stratégie au jour d'aujourd'hui et l'idée qu'on a en tête. Donc amener de la data, ça vous permet aussi d'avoir un œil et de pouvoir suggérer des produits Ritmo, mais ça permet également à la personne d'avoir justement de la visibilité, d'utiliser sans forcément avoir besoin forcément de fonds, mais c'est passionnant. Ça se plug sur quel type de techno? Shopify ou commerce? Toutes les technologies principales, je vais pas dire tout en général parce qu'après il y en a quelques-unes qu'on Ouais, il y en n'a a pas beaucoup. encore, mais c'est vrai que toutes les principales, Shopify, PrestaShop, Magento, la plupart des marketplaces, et même si on n'a pas un connecteur natif, si tu veux, via API direct avec ces plateformes-là, ils peuvent se connecter de façon manuelle, c'est-à-dire on leur donne un email, ils nous créent un accès, et on peut quand même analyser à ce moment-là n'importe quelle entreprise dans le secteur e-commerce. Donc il y aurait pas d'inconvénient. Ok, hyper intéressant. J'ai des questions qui concernent plus l'internationalisation et notamment ton rôle à toi là-dedans sur le fait de développer le marché francophone, le marché français du Oui. moins. Comment ça s'organise parce qu'en fait, on a l'internationalisation, c'est vraiment un sujet. Comment vous ça se passe, enfin comment ça se passe chez vous, pardon, et quels sont tes objectifs, quelle est ta zone de manœuvre, comment tu reportes, comment ça se passe, ça m'intéresse vraiment. D'accord. Alors, le premier point, c'est-à-dire quand tu veux ouvrir un marché, du moins dans notre cas, c'est de créer un pilote. C'est-à-dire de dire, écoute, on va tester, voir si effectivement ça a du sens d'aller dans le marché français. Avant de créer un pilote, tu dois, comment dire, structurer par rapport à la loi du marché. C'est-à-dire parce que surtout quand tu te retrouves dans un marché qui est financier, le business du crédit, il faut faire très attention. Et par exemple en France, c'est le cas. Donc une fois que tu as structuré la dynamique légale, si tu Donc veux, tout ce pour qui est pouvoir être AMF, sûr. etc., on parle de ça. Et pas que, hein, la Ou structure droit légale, je bancaire veux dire peut-être. exactement la Ouais. société, le type de société, comment dire, comment structurer le type de crédit, etc., etc. Voilà. Une fois que tu as créé cette structure-là, tu crées le pilote, comme je disais avant. Dans notre cas, ça s'est produit en novembre, décembre de l'année dernière. On a contacté les premières boîtes en leur disant voilà, on a vu votre positionnement, on est intéressé par votre progression et on croit que ça peut avoir du sens justement de financer votre stock, marketing, etc. avec ces conditions-là qu'on peut vous présenter. Donc c'est là qu'on a eu les premiers clients. À partir de là, en fait, on a continué à développer depuis nos headquarters, depuis notre centre, si tu veux, à Madrid. Et ensuite, quand on a vu que le développement commençait à prendre du ramp-up, c'est-à-dire qu'il commençait à croître au niveau du marché français, on a commencé à chercher du talent qui puisse justement nous aider. Donc, on a d'abord trouvé un profil SDR, justement, donc un profil qui va justement chercher des entreprises dans lesquelles on puisse potentiellement donner du financement. Ensuite, il y a un mois ou deux, on a embauché un profil de Head of Partnerships justement pour aider dans toute la création du réseau avec les solutions qui sont déjà sur le marché français, qui sont la plupart. N'oublions pas que le marché français, c'est l'un des principaux au niveau européen, au niveau d'e-commerce, et un des plus mûrs. Enfin, c'est-à-dire au final, ils sont 3-4 ans, enfin le marché est 2-3 ans je dirais, devant l'espagnol par exemple en développement. L'espagnol est 2-3 ans devant l'italien par exemple, c'est-à-dire il y a une dynamique qui se crée à ce niveau-là, et c'est vrai que c'est un marché qui est déjà très avancé. Et donc justement pour créer ces partenariats et créer ces réseaux, si tu veux, dans le marché français. Au jour d'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a une croissance de clients qui est très intéressante. Et pour revenir au KPI, ce que tu disais justement au niveau du lancement du marché, ça dépend beaucoup du produit et de la solution que tu as. Dans un marché, une solution financière comme la nôtre, l'un des principaux KPI, c'est justement la croissance en clients.
c'est la quantité de déploiement, si tu veux, de capital qui a été prêté, la rentabilité que tu as pu en tirer. Donc c'est comme ça que tu dis que tout à l'heure, l'Espagne est la moitié de votre chiffre, c'est Mhm. par rapport aux capitaux déployés. C'est ça ton KPI Exactement, exactement. de volume. Ok. Exactement, exactement. De plus en plus, on va vers la rentabilité parce qu'au final, on s'est retrouvé que euh, il y a une compétition qui est de plus en plus forte dans ce secteur-là. Notre but n'est pas de à chaque fois essayer d'aller et donner le moins de capital possible et de donner accès au plus, enfin à des entreprises qui peut-être ne devraient pas accéder à capital. Là, on est vraiment en train de devenir de plus en plus restrictif au niveau voilà de l'accès au financement de Ritmo parce que la situation justement elle est compliquée, on en parlait avant, et parce qu'on veut vraiment, comment dire, avoir une solution durable, c'est-à-dire que les clients qu'on finance, en plus des finances à long terme, et on sait que les clients qu'on a, c'est des clients qui vont subsister, qui vont continuer à développer, Ouais, et c'est pas un boulet que tu probablement, leur mets au pied, quoi. C'est plutôt effectivement, ouais, tu les aides, quoi. C'est un effectivement, tremplin. effectivement. Donc voilà, les KPI sont très simples. Nouveaux clients, donc nouveaux clients, comment dire, retention, donc que tu maintiennes les clients existants. Le volume de capital déployé, mais de moins en moins. Ça devient de moins en moins notre objectif. Surtout la rentabilité des opérations pour être sûr que c'est des opérations qui ont du sens pour nous. Et au final, voilà, les différents produits qu'on lance en ce moment, par exemple les paiements, nombre de factures financées. Voilà, ça c'est les principales, je te dirais les KPI principales pour analyser pas que le marché français, mais le Mm. résultat de Ritmo en général. C'est vrai que le marché français ne marche exactement dans la même ligne. Donc voilà, ça c'est ce que voilà, c'est ce qu'on peut faire. Et quant aux actions que je peux faire et que je peux décider, c'est justement bah par exemple assister à la Paris Retail Week la semaine dernière pour avoir une certaine présence. Les voyages justement à Paris parce que c'est vrai que la plupart de l'équipe est à Barcelone, comme beaucoup de startups françaises qui ont leur équipe à Barcelone avec énormément de talents français qui s'y trouvent. Et après tout ce qui est comment dire les campagnes marketing, on fait des campagnes sur Facebook, AdWords, etc. Gérer les budgets là-dessus. Et évidemment le point le plus important c'est tout ce qui est embaucher, pour trouver le talent pour continuer à évoluer de la meilleure façon possible. Parce qu'au final, il faut savoir que c'est un business très particulier. C'est-à-dire au final, quand tu parles avec un client, le client il a envie que cette personne-là, ça peut être moi, ça peut être un de mes collègues, ait une connaissance financière. C'est-à-dire, Mm. c'est pas tout simplement je te vends un financement, je te donne un taux. Si tu me donnes un taux d'un compétiteur, je te le rabaisse. Non, je crois qu'ils cherchent vraiment quelqu'un qui comprenne leur situation financière, qui puisse se remettre dans leur peau, si tu veux, et qui aide dans la gestion du PFR, de la marge, etc. Et qui ait une conversation, comme tu dis, autour d'une bière, si tu veux, mais vraiment pour aider à optimiser leur opération. Donc c'est pour ça que c'est aussi compliqué de trouver du talent dans une entreprise comme Ritmo, parce que il faut avoir une bonne, comment dire, une bonne communication. Tu dois savoir vendre, évidemment, dans une position comme la nôtre, mais surtout, tu dois connaître la dynamique d'un e-commerce au niveau financier et comment les aider. Donc voilà, ça c'est pour le développement en France, c'est un peu le cadre, si tu veux. Ouais, c'est passionnant. Et les gens que vous recrutez du coup en France vont être plus justement des SDR, des sales, ce genre de profil-là, puisqu'en fait la partie techno, Oui, tout est mutualisé au QG à Barcelone. exactement. Aujourd'hui, oui, on aura de plus en plus de profils, par exemple d'opérations, de risques, d'équipes de risque, etc., qui seront, comment dire, spécialisés sur le marché français. Mais c'est vrai que la plupart de l'équipe qui va croître dans le marché français, ça va être surtout des personnes qui sont menées justement à faire connaître cette idée, enfin ce projet, et trouver justement les e-commerce qui puissent accéder à ce financement. Donc effectivement, oui, ce sera surtout le département commercial, business development, etc. Donc SDR, BDM. Hyper intéressant, hyper intéressant. L'internationalisation, c'est vraiment un sujet. On en a parlé il y a pas très longtemps avec Thierry de Mastéos, Oui, puisqu'ils sont dans plein de, ils sont en Espagne notamment, et ils super sont dans plein de intéressant, oui. pays. Et du coup, un vrai sujet. J'ai l'impression d'avoir fait le tour de mes questions. Est-ce que j'en ai oublié une? Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser et que j'ai oublié que j'ai oublié de Bah faire? écoute, on a fait le tour. Je saurais pas ajouter quelque chose d'autre. Honnêtement, je te remercie parce qu'il y avait des questions ultra intéressantes. Ça, la dynamique du marché maintenant, les différences entre les solutions de financement pour un e-commerce. Honnêtement, je crois que c'est un podcast, je crois, intéressant. Si j'avais un e-commerce, au-delà de travailler à un moment donné ou pas avec Ritmo, ça t'aide un peu à comprendre la dynamique du marché, comment se financer, comment gérer justement tout l'aspect financier de ton e-commerce. Je crois que c'est assez complet. Donc, je te remercie Et encore une fois pour l'invitation. ben, avec grand plaisir. Merci de l'avoir accepté. C'est vraiment top.
C'est vraiment top. Et justement, ceux qui veulent te contacter, suivre un petit peu l'actu de Ritmo, ceux qui veulent applier un dossier ou ceux qui veulent suivre un peu votre travail, qu'est-ce qu'on peut recommander comme lien? Alors, vous pouvez venir directement sur le site de Ritmo, donc getritmo.com, nous suivre sur LinkedIn. On a pas mal de nouveautés qui sont partagées là-dedans, des blogs qui sont intéressants par rapport à des problématiques que les e-commerçants puissent trouver et comment trouver des solutions par rapport à ça. Et me contacter directement à mon email s'ils le souhaitent, donc carlos@getritmo.com. Ce sera un plaisir justement de parler avec eux et comprendre leur situation et les aider dans la mesure de nos possibilités. Donc voilà, voilà. Bah, c'est top. Merci beaucoup. On mettra tous les liens en description de l'épisode. Carlos, une fois de plus, merci. C'était vraiment top. N'hésitez pas à aller vous renseigner si vous avez un business qui a déjà un petit peu de maturité, qui a déjà quelques ventes à son compteur. Et pour tous ceux qui démarrent, parce qu'il y en a pas mal, on accompagne pas mal de monde dans l'entrepreneuriat et il y en a quand même certains qui sont il y en a quand même une bonne partie, disons, qui sont dans le e-commerce. Ça permet aussi de sensibiliser sur les problématiques de BFR, de trésorerie, puisque c'est un vrai enjeu dans le monde du e-commerce, parce qu'au bout d'un moment, on se met à gérer des flux financiers, on achète, on revend, et il y a des délais entre toutes ces actions-là. Donc c'est vraiment important aussi d'en comprendre les enjeux au moment où on se lance. Donc voilà. Carlos, bonne journée, Encore une bonne fois, continuation. Gérald, je te remercie. Excellent boulot ce que tu fais. Enfin, ces podcasts sont ultra intéressants. Enfin, tu crées de la valeur et c'est vraiment excellent. Donc, je te remercie pour l'invitation et on reste en contact. Ben, c'est super, merci beaucoup. À plus tard, ciao ciao. Au revoir.